Alors on l'aura entendu, hein, nous avons des chercheurs de pointe et d'exception, nous avons aussi des startups très en avance. Est-ce que ça va suffire aujourd'hui pour établir vraiment une souveraineté française sur le quantique? Comment conserver cette avance d'autant plus cruciale dans un contexte international qui est assez tendu? Ce sont les sujets qu'on va aborder maintenant avec certains invités dont vous l'aurez compris. Alain Aspect a déjà parlé, puisque nous avons Pierre Gégère, que je suis ravie d'accueillir, qui est directeur technique chez IBM et qui est en charge des partenariats stratégiques pour IBM Quantum. Pierre, c'est à vous. Il révisait sur son téléphone. Julie Galland, qui est directrice de la recherche technologique du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est donc le CEA, et Thierry Coulon, président du conseil d'administration de l'Institut Polytechnique de Paris. Thierry Coulon, mais nous en reparlerons absolument. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Allez-y. Voilà, donc des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs américains aussi. On voit large pour cette première table ronde qui est donc pour un peu thématique et enjeu l'état de l'art du quantique en France et puis un peu ce contexte international assez particulier dans lequel on est aujourd'hui. Alors je voudrais commencer par une question finalement assez large et générique où vous allez me dire qu'on ne peut pas tout dire et qu'on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Julie Galland, elle est pour vous. Aujourd'hui, la France, on en est où par rapport au reste du monde sur le quantique? Oui, tout simplement, nous sommes dans la compétition. Une compétition qui aujourd'hui est large et ouverte, étant donné que, comme le dit le professeur Aspect, on n'a pas encore refermé, on va dire, le choix technologique sur l'ordinateur quantique. Alors, je vais me focaliser plutôt sur l'ordinateur quantique, mais vous avez compris, il y a d'autres applications tout à fait sensibles comme la cryptographie, les communications ou encore les capteurs particulièrement utilisés pour la souveraineté. Donc sur l'ordinateur, la compétition est absolument ouverte. Elle est ouverte et à deux titres. D'un point de vue technologique, c'est ce que le professeur a mentionné, avec des voies technologiques différentes qui ont aujourd'hui leurs avantages, leurs inconvénients selon les applications, et donc ce qui laisse aussi une ouverture possible pour différentes entreprises. Mais aussi, il y a un aspect économique et de marché qui existe, c'est que ce sont des applications régalienne pour la plupart. D'abord, l'ordinateur quantique, ce ne sera pas un ordinateur standard que vous aurez auprès de vous ou dans vos téléphones portables. Hein. C'est un ordinateur qui nécessite des infrastructures. C'est un grand instrument qui nécessite des technologies habilitantes. On travaille à très basse température. On travaille souvent à très haute fréquence, donc il y a beaucoup de technologies habilitantes, d'électronique, de transmission haute fréquence. Et donc ceci aussi fait partie des atouts de la France, avec un ensemble de start-up, avec un ensemble de laboratoires économiques, d'universités ou encore comme le CEA, d'organismes de recherche qui se sont regroupés, et ça c'est la force de l'écosystème, autour d'une stratégie nationale quantique, demain autour d'une stratégie européenne quantique, on l'espère, pour aussi aller vite dans la notion de passage à l'échelle, de maturation vers l'industrialisation, et c'est ce qu'on offre aujourd'hui dans la stratégie nationale quantique, tous ensemble, et notamment également, par exemple, avec Thierry qui est ici. Et bien justement, parlons-en, Thierry Coulon. Avant de parler des startups, on en parlera évidemment beaucoup aujourd'hui. Quand même un mot encore sur cet écosystème de recherche, parce que c'est grâce à cet écosystème de recherche qu'on a de l'avance, ou en tout cas qu'on est toujours dans la course, si je comprends bien aujourd'hui. Donc est-ce que cette recherche, elle se poursuit sur le quantique? Est-ce qu'il y a des thématiques aujourd'hui qui vont dessiner peut-être les startups de demain sur lesquelles vous travaillez ou vous contribuez à entretenir? Alors d'abord, je voudrais commencer en soulignant à quel point on est dans une situation extraordinaire. Bon, moi, mon boulot, c'est d'essayer d'aider à construire des institutions universitaires qui soient un petit peu performantes, qui soient dans les compétitions, etc. etc. La première chose, c'est que, évidemment, moi, je suis un pauvre mathématicien, je ne suis pas sûr de comprendre tous les paradoxes de la physique quantique. D'ailleurs, Feynman disait que si on les comprend, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord. Mais voilà.
Bon, mais bon, il était coquet, c'est vrai. En tout cas, on est dans une... Il y a la construction d'un paysage universitaire qui se clarifie, qui devient plus compétitif. On pourra parler de Saclay, on pourra parler de toutes ces choses. Et là, on est au MEDEF. C'est la deuxième fois que je viens en quelques mois. Par une première fois d'intelligence artificielle, par une deuxième fois de quantique. Bientôt, on va parler de fusion. Où on est dans ce pays, c'est-à-dire que c'est fantastique. Les entreprises s'intéressent à la question de ce que devient la recherche. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation globale absolument extraordinaire, où un certain nombre de limites à ce que c'est que l'humanité ou l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle, ou des limites à notre monde physique. Vous avez compris que notre monde physique, le classique, on le comprend à peu près, on y est familier depuis longtemps. Et il y a un certain nombre de scientifiques qui nous expliquent qu'aux limites, il y a des phénomènes absolument extraordinaires qui se produisent. Et ça, ces limites scientifiques absolument extraordinaires, ont un lien avec l'économie d'une manière hallucinante. Dans le cas de l'IA, c'est aujourd'hui, c'est même presque hier. Dans le cas du quantique, c'est demain, mais on a intérêt à se préparer, comme le disait Alain, et si le MEDEF organise cette journée, c'est bien parce qu'il en a le sens. Et ça a des impacts en plus sur nos vies quotidiennes potentiellement, et sur la souveraineté dans les temps qui viennent, c'est important. Je voulais juste rappeler à quel point on est dans une situation quand même qui est totalement inédite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, vous l'avez compris en écoutant Alain et sa capacité incroyable à rendre intelligible ce qui ne l'est pas, on a une longue tradition de formation et de recherche. Alors, sur la question de la recherche, où on en est en France. Bon, moi, je suis plus capable, mon boulot a été à un certain moment d'avoir une vision globale du système français et de l'expliquer aux politiques, mais je n'en suis plus là. Je connais un petit peu ce qui se passe à Saclay. Je pense que Julie pourrait expliquer qu'il y a des choses qui se passent à Grenoble, qu'il y a des choses qui se passent à Montpellier. Il y a un paysage français. À Saclay, eh bien, comme vous savez, il y a deux institutions fortes, l'Université Paris-Saclay et puis l'Institut Polytechnique de Paris. L'Institut Polytechnique de Paris, c'est 6 écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'ENSTA, 2 écoles de télécommunications, Télécom Paris, Télécom Sud Paris et l'ENSAE. Eh bien, on a un lien, je ne sais pas si c'est de l'intrication, ce lien est en face de nous parce qu'il a enseigné des deux côtés. Et une des choses qu'on fait, nous, Institut Polytechnique de Paris avec l'Université Paris-Saclay, c'est le quantique. Alors, on pourrait décrire la boutique. Chez nous, 70 chercheurs, dans 7 laboratoires, une variété de thèmes autour du quantique qui est très forte. Mais je voudrais insister sur le fait que autour, il y a un écosystème avec le CEA, avec l'Université Paris-Saclay, qui est extrêmement fort. Donc on a une responsabilité de rester à bord et de tenir trois chantiers en même temps. Un, la formation. Et Dieu sait que les cours qu'Alain a dispensés à Polytechnique ont formé des générations d'étudiants qui ensuite fondent des startups. 2, la recherche. Et 3, le lien avec les applications, avec le monde économique. Les organismes de recherche peuvent nous aider à faire ça. Effectivement, du lien avec les startups et avec le monde économique. Monde économique sont évidemment aussi les entreprises de cet écosystème du quantique. Alors quand on regarde un petit peu cet écosystème, on lit souvent que IBM fait partie des entreprises les plus avancées sur le quantique. Aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que ça signifie être avancé en fait. On est dans une course, il y a des voies possibles. J'ai bien compris qu'on était sur du temps long et que rien n'était forcément tranché. Donc finalement, quel est le critère pour dire que vous êtes plus avancé ? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Déjà, je pense que je serais assez mal placé pour dire qu'IBM est le plus avancé, c'est pas à nous de le dire. Ensuite, on a une longue histoire de travail dans l'informatique quantique et dans le quantique. Les critères de DiVincenzo qui permettent de dire qu'un ordinateur quantique est un ordinateur quantique, ils ont été développés dans les années 90 chez IBM déjà. On a connu une belle accélération ces dernières années, avec l'arrivée chez IBM de Gigambeta en 2012 et particulièrement depuis 2016 avec la mise à disposition dans le cloud d'un premier ordinateur quantique gratuit. On continue à le faire parce que la formation c'est absolument clé et c'est aussi comme ça. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent parce qu'ils ont accès à ces technologies de manière libre. Après, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur quantique parfait ? Aujourd'hui, on n'en a pas. Monsieur Aspel a très bien dit.
Donc on a des ordinateurs quantiques qu'on espère travailler le plus possible. On peut penser à la quantité du nombre de bits d'information quantique, on peut penser à la qualité de ces bits d'information quantique, on peut penser à la vitesse de traitement de ces bits d'information quantique. On peut aussi penser, c'est une des forces d'IBM, de la capacité à industrialiser cette technologie et à en faire un outil à la fin qu'on va pouvoir exporter partout dans le monde et installer partout dans le monde. Pour vous donner un chiffre, on a installé plus de systèmes à destination de nos partenaires et clients que la totalité des autres acteurs mondiaux ensemble. Donc on en a installé beaucoup. Est-ce que pour autant tous, ils étaient utiles? Absolument pas. Il y en a certains, c'était des super générateurs de nombres aléatoires. Je le dis de manière un peu abrupte, hein. Ensuite, le dernier point qui fait qu'on est reconnu, et encore une fois, je n'ai pas parlé de leader, qu'on est reconnu, c'est pour notre honnêteté scientifique. On a une feuille de route technique, on suit notre feuille de route technique. Est-ce qu'elle sera la meilleure? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui feront aussi bien que nous? On l'espère, parce que si on est les seuls sur un marché, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc on espère qu'on aura des compétiteurs. Et puis, quelque part, voilà, il faut continuer à faire de la science, à avoir une feuille de route vers la tolérance de panne, tout en continuant aujourd'hui à travailler sur des technologies quantiques réelles existantes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Ça répond et surtout ça en appelle une autre, je trouve, qui est peut-être que le terme de comparaison n'est pas le mot, mais envisager IBM face au profil des startups qu'on a en France aujourd'hui. Julie Galland, il y a un enjeu aussi, on voit les capacités d'installation que vous venez de mentionner au sujet d'IBM. Comment est-ce qu'on peut porter, nous aussi, nos startups françaises plus loin sur un marché national, peut-être international? Et est-ce que vous, en tant que CEA, vous avez un rôle là-dedans? Absolument. Eh bien, comme je le disais, c'est une question d'écosystème et de capacité à travailler ensemble et à mutualiser. Un exemple, aujourd'hui, sur le supraconducteur. Le supraconducteur, aujourd'hui, nous travaillons avec une start-up française et une start-up finlandaise pour, on va dire, utiliser nos moyens que nous avons mis en place dans le cadre du semi-conducteur, donc sur, on va dire, la puissance économique du semi-conducteur classique pour pouvoir bénéficier de ces équipements qui coûtent chacun des millions, voire des dizaines de millions d'euros, de telle manière à pouvoir bénéficier de ces équipements sans les payer, pour pouvoir industrialiser et répéter les technologies de production du supraconducteur. Effectivement, c'est en travaillant dans la logique de mutualisation des filières que nous pourrons abaisser les coûts. Abaisser les coûts déjà d'investissement de R&D et de première industrialisation, mais également donner un modèle économique ensuite à ces entreprises. Ce que je voulais signaler, c'est que, et le CEA est assez bien placé pour le dire, en France en tout cas, en tant que connaissant bien le semi-conducteur et sa production, avec nos partenaires, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. En réalité, les ordres d'investissement dans le quantique ne sont pas du tout les mêmes que ceux du semi-conducteur le plus avancé, je pense de plusieurs ordres de grandeur. Je pense que nous pouvons atteindre une industrialisation à quelques centaines de millions d'euros, là où il faut des dizaines de milliards d'euros pour atteindre les technologies les plus avancées en semi-conducteur. Donc il y a de la rupture. Et c'est là où nous pouvons jouer et revenir dans la course des calculs les plus puissants. On parlait de coûts d'investissement et de mutualisation. Ça, ce sont des sujets qui vous concernent, IBM. On imagine, vous pouvez peut-être nous donner des montants qui sont assez peu comparables avec les moyens financiers à disposition des startups françaises aujourd'hui. Du coup, est-ce que ça vous conduit à mutualiser aussi, à travailler dans ces écosystèmes ou finalement à être un peu centré sur votre recherche à vous? Non, on est persuadé qu'il faut travailler en écosystème. On essaye de le faire, de travailler en écosystème ouvert. On a la chance, par exemple, dans le plan national quantique, de faire partie d'un programme qui s'appelle Cryonex, qui vise à développer les technologies de cryogénie à l'échelle. C'est pas forcément un problème fondamental, mais c'est un problème d'industrialisation et pour que la technologie quantique devienne quelque part scalable. Et c'est fait, ce programme, sous l'égide du CEA et du CNRS. Et quelque part, nous, on est juste donneurs de spécifications. Alors juste, tout est relatif, hein. Ces spécifications, c'est des années de recherche passées, mais on est ravis de partager ces spécifications avec des acteurs pour que la filière de la cryogénie française se développe. Et puis derrière nous, on achètera
des technologies qu'on intégrera dans nos systèmes, et puis on fera un écosystème global. Et c'est globalement ça qu'on vise. Un autre exemple, vu qu'on est au MEDEF, la technologie et l'entreprise Radial, qui est bien connue du MEDEF, ils font des câbles pour faire de la supra, ils font des câbles pour amener l'information d'un ordinateur classique à un ordinateur quantique. Nous, on en a besoin pour passer à l'échelle, et plutôt que d'acheter ça à des acteurs divers, si moi, Français, je peux développer l'écosystème des technologies capacitantes français, c'est majeur. Or, en fait, on a quand même une énorme chance en France, c'est toute cette puissance de l'écosystème des technologies capacitantes qui ont permis aussi derrière après de développer d'autres choses. Voilà. Donc, cette notion d'écosystème ouvert nous semble extrêmement importante, et elle est valable aussi sur le logiciel, mais c'est pas votre question. Non, mais effectivement, la notion de constitution de filière, elle est importante aujourd'hui parce qu'elle fait partie aussi de ces enjeux de souveraineté. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut peut-être pousser l'innovation, qu'on retrouve dans les startups, les prochains petits segments du quantique sur lesquels on va avoir besoin d'innovation et d'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, on y travaille en France? Thierry Coulon. Oui, je pourrais prendre la liste des labos et des thèmes et vous la décliner. Je crois que d'une manière plus générale, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une situation où il y a de nombreuses technos qui font la course. Personne ne sait, n'est-ce pas? Personne ne sait laquelle de ces technos va gagner. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il y a une variété de thèmes scientifiques et de thèmes technologiques à développer, de l'information quantique aux matériaux quantiques, etc. Enfin, il y a beaucoup de thèmes. Et la troisième chose, c'est qu'on est dans une situation où à la fois il faut continuer à faire de la recherche fondamentale, et à la fois elle va avoir des applications très, très rapidement, et même institutionnellement. L'intrication entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise est plus étroit que jamais. C'était dans une semaine ou 2 semaines que je vais à New York visiter New York Heights, qui est le lieu mythique de la recherche d'IBM. Si vous voulez, la semaine dernière, j'étais à Harvard et au MIT, et bientôt je vais aller voir là-bas, parce que, une fois de plus, c'est notre boulot que d'être en veille sur ces évolutions-là. Donc, oui, on est, me semble-t-il, dans la course sur les grands thèmes de recherche, et ils sont nombreux. On a ce qu'il faut pour rester dans cette course. Faisons-le en continuant à veiller à ce que l'écosystème soit vivant, à ce qu'il soit divers. IBM est bienvenu. Les nombreuses startups, dont beaucoup ont été fondées par des polytechniciens d'ailleurs, et je pense que l'influence d'Alain, une fois de plus, n'est pas pour rien, eh bien, il faut continuer à les nourrir. Et d'ailleurs, enfin, on n'est pas dans une exclusivité. Quelque chose me dit que les grands groupes ont besoin des startups et réciproquement, non ? Je crois que le professeur Aspect voulait réagir justement à certains de vos propos. Je voulais ajouter 2 points qui me semblent essentiels, qui n'ont pas été dits tout à l'heure. Premièrement, l'Europe a joué un rôle essentiel. Le plan quantique européen a permis à la fois d'abonder les laboratoires de recherche fondamentale et aussi les industries. Il ne faut pas l'oublier, parce que l'ordinateur quantique, on est très bon en France, mais le jouer à l'échelle de l'Europe, surtout maintenant qu'on sait que nous n'avons pas d'amis en dehors de l'Europe, donc ça me paraît essentiel. Et le deuxième point qu'on n'a pas souligné tout à l'heure, c'est qu'on n'a parlé que de hardware, mais en réalité, dans le quantique, on a autant besoin de software que de hardware. Aujourd'hui, si on vous donne un ordinateur quantique idéal, on ne sait pas vraiment tirer le maximum de profit de cet ordinateur quantique idéal. Et ce n'est pas un hasard si des grosses startups comme Pascal, mais les autres, c'est pareil, ont presque autant de mathématiciens appliqués, ou appelez-les informaticiens quantiques, que de gens qui font le hardware. Donc aussi, pour les entreprises qui vont se poser la question d'avoir chez eux des gens qui doivent suivre le quantique, ça peut parfaitement être des informaticiens qui seraient intéressés par le quantique. Ce n'est pas forcément des ingénieurs intéressés par le hard. Je pense que c'était important à dire. Tout à fait. Merci beaucoup. Et on va justement aborder un nouveau volet. On va parler un peu plus du quantique en tant que business. Aujourd'hui, je vous vois froncer les sourcils. Justement, ma question, elle est pour vous. Est-ce que IBM fait du business avec le quantique? Est-ce que vous dégagez du chiffre d'affaires? Est-ce que vous en tirez des bénéfices? Alors,
Vaste question. À laquelle vous n'avez pas le droit de répondre, c'est ça ? Si, je vais répondre ce que Jay a répondu il n'y a pas longtemps à nos investisseurs. Oui, nous générons du chiffre d'affaires. Depuis 2017, le chiffre est public, 1 milliard d'euros de générés. Est-ce que pour autant c'est un business rentable ? Absolument pas. Non, mais autant se le dire. Voilà, c'est absolument pas. Et que ce soit en termes d'investissement matériel, en termes d'investissement logiciel, nous, ça reste quelque chose qui est du domaine de la recherche et développement. C'est une grosse recherche et développement. Le budget, on le connaît ? La recherche et développement d'IBM correspond à un budget de pas loin de 6 milliards de dollars annuels. Je ne vous donnerai pas le détail sur l'informatique quantique. Sachez qu'on fait de l'IA, de l'informatique quantique, du cloud hybride et des semi-conducteurs. Bon, vous faites une règle de 3. Voilà. Je peux dire que quand j'ai visité Yorta Nights, grosso modo, la partie quantique, c'est un cas. Voilà. Si Monsieur Aspel le dit, il a raison, je ne dirai rien d'autre. Je ne dirai rien d'autre. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais malgré tout, ça reste un endroit où on perd de l'argent et où aujourd'hui, on n'est absolument pas bénéficiaire sur cette partie-là. C'est pas une source de profit. J'ai souvent entendu dire qu'IBM Quantum, c'est une start-up fondée par un seul venture capital qui s'appelle IBM et qui a un burn rate absolument complètement insane. Mais une fois qu'on a dit ça, ça reste quand même un objectif. Mais pour que ça soit un business, il faut qu'il y ait un marché, quoi. Il faut qu'il y ait un marché de l'usage, il faut qu'il y ait des gens qui puissent en tirer parti, il faut qu'on arrive à sortir de quelque chose qui est réservé à quelques chercheurs dans le monde qui comprennent ce qu'ils vont faire dessus. Et pour ça passe, M. Aspel l'a bien dit, par des couches logicielles, par des couches mathématiques, par le développement d'algorithmes à l'usage. Et ces algorithmes, c'est ça la beauté, ils peuvent être pensés sur le papier déjà, et quelque part après, à chaque constructeur informatique de l'appliquer sur sa technologie, de faire l'effort de transpilation. Bon, bref, je fais de la technique, mais on ne va pas trop en faire. On voit donc les sommes sont assez monumentales. C'est formidable d'avoir IBM derrière. En revanche, quand on est une start-up, on a peut-être des capacités de financement un peu plus limitées, d'où l'importance de le trouver, ce marché. Julie Galland, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faciliter cette rencontre offre-demande ? Eh bien, aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de la stratégie d'accélération France 2030 sur le quantique, il y a un volet d'achat public dans le cadre donc du volet Proxima qui justement toujours dans cette logique autour de la grande infrastructure que l'on connaît, du TGCC et des grands supercalculateurs hébergés par le CEA pour la communauté académique industrielle, va permettre d'aménager, on va dire, des prototypes, d'accord, pour pouvoir permettre aux utilisateurs, et là l'importance du développement de la couche logicielle et d'interfaçage aussi avec les utilisateurs, pour des utilisateurs académiques, mais aussi industriels. Et nous avons des partenaires dans la stratégie d'accélération France 2030, qui sont des grands industriels français, qui ont des problématiques, comme l'a dit le professeur Alain Aspect, ce sont des problèmes difficiles sur lesquels on achoppe en termes de calcul. On fait des approximations. Vous auriez un exemple concret ? En énergie, en logistique, le fameux problème du voyageur, en énergie, en matériaux et pour la recherche, la prospection pétrolière. Donc voilà, vous voyez à peu près de qui je parle. Eh bien, ces gens déjà sont des grands utilisateurs des infrastructures de supercalculateurs français et aujourd'hui sont des partenaires en tant que prescripteurs pour nous guider vers quelles seraient les solutions logicielles, interlogicielles et puis matérielles à développer. Et donc, ça guide nos startups qui vont avoir là un premier marché. C'est également le cas en Allemagne, qui ont aussi, dans le cas avec Jülich, cette démarche aussi de combiner la recherche, mais aussi l'achat public. Et je pense que le sujet sera sur la table dans le prochain règlement Quantum qui va être discuté dans le prochain MFF européen. Alors, les industriels sont prescripteurs au sujet de leurs besoins d'applications futures. Est-ce qu'ils le sont un peu aussi en termes de compétences, Thierry Coulon ? Est-ce qu'on vient vous dire aujourd'hui, nous, on va avoir besoin de tel ou tel profil d'ingénieur, il faudra qu'il sache se servir d'un ordinateur quantique ou est-ce que vous êtes en train d'adapter les formations derrière ?
En la matière, on n'a pas attendu qu'on vienne nous le dire. Si vous voulez, on est quand même là aussi dans une période assez extraordinaire. Bon, à Polytechnique et dans les écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, finalement, on fait quoi? On fait des maths et de la physique. Bon. Il y a même eu un moment où on pouvait se demander, je dis souvent, les polytechniciens un peu dans la lune qui n'étaient pas capables de dévisser une ampoule. Enfin, on se moquait un peu de ça. On se demandait si on avait pris la bonne orientation là. C'est-à-dire le quantique, c'est des maths, c'est de la physique. Et comme l'a rappelé Alain, il y a aussi de l'algorithmique quantique et c'est donc des maths. Donc les grands socles sur lesquels on a fondé nos formations, on parle de l'X, mais on peut parler de Télécom Sud Paris, etc. Et de l'ENSTA, il y a des formations sur le quantique, il y en a aussi sur le nucléaire. Bon, on est là-dedans depuis toujours. La question n'est pas là. Évidemment, c'est notre boulot et donc il faut former au meilleur niveau. Alors le meilleur niveau, ça fait un certain temps qu'on l'a atteint. Il y a la question de la quantité aussi. C'est pourquoi être passé d'une collection d'écoles d'ingénieurs à un institut qui a 10 000 étudiants, dont 40% étrangers, enfin d'origine internationale, c'est-à-dire qu'on attire, c'est quand même pas mal. Donc oui, on va continuer. Oui, le fait d'être en lien avec les organismes de recherche d'une part, d'autre part avec les industries, ça va sans doute nous permettre de rester en lien avec les besoins, avec aussi cet écosystème de start-up qu'on nourrit. Donc oui, c'est ça l'azimut. Alors je reviens vers vous, IBM, j'ai plein de questions très concrètes pour vous. Je voulais aussi savoir, je ne sais pas si vous avez le droit de le dire non plus, quels étaient vos clients? Est-ce que vous pouviez nous donner des noms aujourd'hui sur ce fameux quantique, sur ce milliard de CA? Et ces clients, est-ce qu'il y en a en France ou pas? Des exemples de clients. Aujourd'hui, c'est 290 plus. Voilà, à peu près membres du réseau IBM Quantum qui utilisent notre technologie pour développer de l'usage et développer de l'IP. Principalement, c'est ce qu'ils font. Ils vont former leurs équipes, ils vont développer de l'IP, ils vont développer de l'usage, et puis après, ça dépend de la maturité de chacun. Vous avez un énergéticien allemand qui s'appelle ION, très connu, des banquiers, des acteurs des matériaux comme Mitsubishi Chemistry Company ou autres qui vont travailler sur la manière dont on peut penser des matériaux de demain, du médical avec Moderna sur l'utilisation de l'ARN messager ou avec la Cleveland Clinic sur des simulations de protéines. En France, on va commencer par un grand laboratoire, même si on peut se poser la question est-ce qu'il est français? Le CERN, oui, il est à 50-50 peut-être, hein, voilà, il franchit la frontière. Le CERN, le Capgemini et le Crédit Mutuel. C'est ceux que je peux vous citer. Il y en a d'autres que je ne peux pas vous citer. Et tous travaillent à rendre cette propriété intellectuelle au service de leur ligne business derrière. Parce qu'en fait, c'est ça. L'enjeu, c'est de prendre un problème business. Eh ben, je pense à la capture de comment je suis capable de mieux capturer le carbone ou avoir une réaction chimique de capture du carbone qui fait qu'elle ne produise pas plus de carbone que ce qu'elle en capture. Si je suis capable de faire ça, je vais peut-être la simuler grâce à un ordinateur quantique plutôt que de faire 12 millions de tests in vivo. Si je suis capable de faire cette belle simulation, derrière, je vais l'appliquer à mes métiers, mais pour ça, il faut qu'il y ait un métier qui ait un besoin. Il faut qu'il y ait un métier qui ait compris quel est l'intérêt de l'informatique quantique. Et c'est aussi ça. Alors, c'est pas IBM qui le fait, c'est le plan français là-dessus est extrêmement clair et a beaucoup aidé à la compréhension de l'impact du quantique pour les grands industriels. Je pense que tous ont compris quel était l'impact potentiel. Après, il y a des stratégies d'entreprise. Je ne citerai pas le nom de l'entreprise française, mais qui m'a dit « Moi, c'est pas grave, je ne développerai pas de propriété intellectuelle, j'achèterai des brevets sur le marché et je me contenterai de faire la production. » Ça, c'est un choix d'entreprise. Mais qui est un choix risqué? Quelles sont les conséquences de ce choix? C'est leur problème, c'est pas, voilà, mais c'est un choix. Moi, c'est pas comme ça que nous, on fonctionne, IBM, en tant qu'industriel. On pense qu'il vaut mieux développer notre propriété intellectuelle pour pouvoir être fort. Mais il y a d'autres entreprises qui disent, moi, je vais juste être un centre de production et la propriété intellectuelle, c'est d'autres qui la créeront dans le monde. C'est un choix. C'est pas le choix du Crédit Mutuel, c'est pas le choix de Capgemini, c'est pas le choix d'autres acteurs. Là, vous citez des entreprises. Est-ce que vous travaillez aussi avec les États? Oui, on travaille avec l'État japonais, l'État coréen, l'État
autonome basque, hein, la région autonome basque, oui, la fédération IKER basque qui est extrêmement avancée sur ce sujet-là. Ils cherchent à développer un centre de compétences quantiques à Saint-Sébastien et ils y arrivent plutôt bien. Ils arrivent à agréger les moyens déjà espagnols, donc c'est plutôt fort. Mais pas l'État français. Mais ça, je laisse à l'État français le fait de le dire ou pas. Voilà. On parle d'État français, on peut poursuivre effectivement sur l'Union européenne. Professeur Aspect, vous le disiez, à quel point c'était important aussi d'avoir une vision européenne. Peut-être un mot, Julie Galland, sur cette stratégie européenne du quantique et sur, à nouveau, je vais prendre le parallèle de ce qu'on connaît en ce moment, c'est-à-dire l'IA. L'IA, il y a eu beaucoup d'enjeux européens, donc à la fois des enjeux de régulation, des enjeux aussi de souveraineté. Est-ce qu'on va sur le même type d'enjeu et quelle est aujourd'hui la vision européenne sur le quantique? Est-ce que c'est un sujet de régulation de plus ou est-ce que c'est un enjeu business? Alors, c'est vrai que la vision européenne du quantique a mis pas mal de temps à émerger parce que, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, on va dire qu'on a eu une volonté de certains grands États membres de garder ce sujet au niveau national. En particulier, la relation franco-allemande n'a pas été très développée parce que, on va dire, malgré d'ailleurs des communautés académiques qui s'entendent extrêmement bien, on va dire, le sujet... dire quand même, hein. Oui, non, mais c'est... Absolument. Absolument. Les chercheurs, eux, travaillent de manière tout à fait, je veux dire, dans une logique de collaboration, d'un point de vue étatique. La discussion, en tout cas, lorsque j'étais à la Direction générale des entreprises, était assez compliquée jusqu'en 2023. Maintenant, la volonté européenne s'impose et avance extrêmement bien avec la direction de la DG Connect. Nous avançons d'abord dans le cadre et un peu en perruque dans le cadre de EuroHPC et de chips, donc des composants, donc par le véhicule, je dirais, de l'électronique et des supercalculateurs, avec aujourd'hui 2 très belles lignes pilotes qui sont en discussion de financement dans le cadre, je dirais, des lignes pilotes du règlement composant. Donc, ce qui est normalement anticipé, c'est d'avoir un règlement quantum, donc d'une envergure, on l'espère, à plusieurs milliards d'euros, mais surtout donc dans une vision effectivement 360, comme vous le disiez très bien, c'est-à-dire à la fois techno-provider, mais aussi acquéreur, pour stimuler l'ensemble du marché. Parce qu'on voit bien que quand on veut pousser une technologie, que ce soit en IA, en semi-conducteur ou en quantique, il faut avoir une approche 360 degrés. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait font les États-Unis, par exemple. Troisièmement, il y a un point important qu'il faut noter, c'est que le quantique est sous régime de Wassenaar, qui a été renforcé, voire plus les contrôles export américains qui ont été renforcés unilatéralement. Donc oui, nous parlons quand même d'un objet qui a un caractère souverain, particulièrement aigu. On peut imaginer le jour où vous avez une machine quantique qui est capable de casser les clés de vos cartes bancaires. On n'a pas envie que ce genre d'objet tombe dans n'importe quelle main étatique ou non étatique. Il nous reste quelques minutes, donc je voulais vous poser une question justement pour rebondir sur ce que Julie Galland vient de nous dire. Pierre Gégère, on parle de la Chine, on parle des États-Unis. Est-ce que vous pourriez peut-être en quelques mots nous expliquer un peu les stratégies sur le quantique? Enfin, je ne sais pas si c'est un sujet que vous maîtrisez ou pas, mais les stratégies en quelques mots sur le quantique des autres grandes puissances aujourd'hui sur la scène internationale? Je suis pas forcément l'expert sur tous les sujets, donc ce sujet-là, je vais peut-être faire flop. Je pense qu'il y a quand même une grande peur autour de l'informatique quantique qui est la capacité à déchiffrer les clés de chiffrement. Et cette peur-là amène que ça en fait un outil qui est vu par un certain nombre d'États comme étant potentiellement un outil à double usage. Nous, IBM, on est persuadé qu'on fera des choses utiles avec l'informatique quantique avant de classer des clés de chiffrement. Donc, ce qui fait qu'on minore un peu ce propos-là. Il n'empêche que c'est le cas de presque tous les États. Il y a un grand fantasme et peur sur la capacité que va avoir la Chine à casser ce marché-là. Très clairement, on n'a pas forcément la vision de ce qui s'y passe. Ce qu'on sait, c'est qu'en termes de technologie capacitante, ils sont hyper forts.
Et ils sont vraiment hyper forts. En termes de supra, ils ont des capacités de production qui sont non nulles. Donc, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils vont y arriver. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, il n'y a aucune raison. Il y a des pays qui sont uniquement dans l'usage, qui n'ont pas fait le choix de créer leur propre ordinateur quantique, qui se disent « je vais considérer que c'est une carte graphique et donc j'achèterai la carte graphique à la personne la plus à même de faire la carte graphique. Puis après, moi, je vais développer l'usage au-dessus. » Je pense que le plan quantique national français est assez équilibré parce qu'il a fait à la fois « je veux être en capacité d'avoir mon propre fournisseur de cartes quantiques et ceux qui vont faire les puces pour construire les cartes quantiques », excusez-moi de l'analogie qui n'est pas forcément bonne, mais c'est pour montrer un peu ça. Et puis en même temps, je vais développer l'usage au travers des grands laboratoires de recherche et de l'écosystème industriel français. Non, c'était très bien comme réponse, moi je trouve. C'était éclairant. Peut-être pour terminer, juste un mot de conclusion, Thierry Coulon, pour rebondir sur ce que le professeur Aspect disait en encourageant à faire un tour de France du quantique. Vous avez signé justement à l'occasion de ce Tour de France de l'IA un partenariat avec le MEDEF pour faciliter la formation sur les sujets d'IA, cette fois-ci en entreprise. Donc comment est-ce qu'on facilite aujourd'hui la formation du quantique en entreprise? Est-ce qu'il faut un autre type de convention sur ce sujet? Si vous permettez, je vais d'abord rebondir sur la discussion précédente en disant deux choses. D'abord, sur la question de la souveraineté. Il ne vous échappe pas que deux des écoles de l'Institut Polytechnique de Paris sont sous tutelle défense, Polytechnique et l'ENSTA, et que la semaine dernière, Sébastien Lecornu a annoncé qu'un bâtiment recherche-défense serait construit et financé à l'IX, et je crois comprendre qu'il abritera l'AMIAD, qui est l'agence d'innovation d'intelligence artificielle de défense, et d'autre part qu'il y aura on y mettra quelques billes sur le quantique qui peut avoir, comme il vient d'être dit, en matière de défense et de souveraineté, des applications importantes. Donc oui, ce fil-là, on le tiendra. Le deuxième point, rapidement, c'est de revenir sur la comparaison IA quantique, avec deux différences qu'on a bien éprouvées ce matin. La première, parce que je pense beaucoup à ce qui s'est passé récemment avec l'AI Action Summit à Paris, qui était un moment extrêmement important, qui montrait la place de la France et de l'Europe dans le sujet. Enfin, d'une certaine manière, on se raccroche, on est dans le train, mais on essaye d'y rester. Bon, c'est intéressant, mais c'est dur, en un sens. Deux différences. La première, c'est que là, on est en avance sur la question du quantique. Bon, on est en avance de phase. Et la deuxième chose, c'est que l'équilibre entre ce qui se passe dans la recherche publique et ce qui se passe dans le privé n'est pas la même. En IA, beaucoup de choses maintenant, étant donné les puissances de calcul qui sont nécessaires, se développent, et c'est très bien, dans l'industrie. Les chercheurs peuvent être utiles en simplifiant les choses, en trouvant des algorithmes plus économiques, etc. Mais les choses ont largement basculé. S'agissant du quantique, la responsabilité de la recherche publique est extrêmement forte. C'est-à-dire que les innovations, et on ne sait pas où elles se produiront, les innovations, il y a une grande incertitude. Bon, mais c'est d'autant plus intéressant parce qu'on est en avance et parce que la recherche a un rôle à jouer, que d'avoir ce lien direct avec les entreprises et donc d'assumer aussi cette responsabilité de formation continue. Donc la réponse courte à votre question est oui. Il y a une convention cadre entre l'Institut Polytechnique de Paris et le MEDEF que je trouve extrêmement, visionnaire, parce que c'est effectivement aussi notre responsabilité que de faire de la formation tout au long de la vie et d'en faire au plus haut niveau au MEDEF, c'est quand même extrêmement intéressant. Et oui, on a en projet, mais ça n'est sans doute pas un secret, Patrick, Monsieur le Président, la prochaine étape, c'est sur le quantique, oui, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces annonces. Merci aussi d'être venu éclairer ces sujets ce matin. On va poursuivre avec un débat avec ces fameuses startups dont on a parlé. Vous permettez, parce que je pense que, vu qu'il y a des gens qui viennent de partout en France, il ne faut pas que vous ayez l'impression qu'il n'y a, excusez-moi Thierry, qu'il n'y a que l'Institut Polytechnique de Paris qui fait du quantique. Comme tu l'as dit, sur le plateau de Saclay, il y a une excellente collaboration entre les deux établissements. Je vous rappelle que l'autre établissement du plateau de Saclay s'appelle l'Université Paris-Saclay, qui est la première université d'Europe continentale. Qu'il y a beaucoup de quantique. Il y a du quantique à Montpellier, il y a du quantique à Grenoble, il y a du quantique à Nice. Et donc, vous, dont un certain nombre à Bordeaux, oui, on va tous les citer, mais vous, d'enquête, qui venez sans doute des quatre coins de l'Hexagone, comme on dit, sachez qu'il y a aussi beaucoup de quantique répartis sur l'ensemble du territoire. Voilà.